Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Il est l'heure de commencer. On va donc s'atteler à regarder un documentaire sur le Japon. Documentaire qui s'appelle Tsunami, le téléphone du vent. C'est une cabine téléphonique étrange baptisée le téléphone du vent. Elle n'est connectée à aucun réseau, située dans la préfecture d'Iwate, dévastée par le tsunami de 2011. Le téléphone du vent, Denwa, est devenu un phénomène de société. C'est un vieil homme qui a eu l'idée de l'installer dans son jardin à Otsuchi. Ouverte à tous, cette cabine téléphonique attire aujourd'hui des visiteurs de tout l'archipel depuis 10 ans. Des Japonais s'adressent à leur mort. Certains pleurent, d'autres restent silencieux, submergés par la douleur. Beaucoup de familles n'ont pas retrouvé les corps de leurs proches emportés par le tsunami. Au Japon, où montrer ses faiblesses en public relève de l'irrévérence, ce téléphone vers l'au-delà offre un exutoire par la parole aux survivants d'une région anéantie. Filmé sur plusieurs saisons, ce reportage révèle la transformation d'une région traumatisée qui tente de se reconstruire, de se protéger avec la construction d'un mur anti-tsunami, gigantesque barrière de béton qui sépare la mer des hommes sur toute la longueur de la côte nord du Japon. Ok, je ne sais pas quand a été réalisé le documentaire. Personnellement, j'ai eu la chance d'aller dans cette région. J'ai eu la chance de voir le début de la construction en 2016, 5 ans après le tsunami. Euh, peut-être que je vous montrerai quelques photos de ce passage au Japon. J'en ai quelques-unes qui traînent. Peut-être que je vous montrerai ça après. En tout cas, bonsoir Saint-Antoine Illois. En tout cas, on va regarder ce reportage. Ça risque d'être plus, plus touchant que les précédents qu'on a regardés. Peut-être un peu moins révoltant aussi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse ça. Voilà. Hop. Oui, le son le mien ou le son du reportage? Le mien. Ok. Je vais monter mon son. Pourtant, j'ai l'impression d'être très très fort. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai monté. C'est mieux là? Je pense que ça a l'air d'être mieux. Ouais, ok. Et pour le son du reportage, est-ce que c'est correct? Le son du reportage, c'est bon? C'est good? Ok, je l'augmente un peu aussi. Hop, on le remet. Là, est-ce que c'est mieux? Ok. Eh ben, c'est parti. Donc, pour Japon, tsunami, le téléphone du vent. もしもし、ばあちゃん。あ、えっと、ここだよ。今ね、5年生になったんだよ。ちょっとね、勉強がね、難しいんだよね。まあ、韓国で元気にしてればいいんだけど。ごめんなさい。Oh là là. いっぱい喋れるときに会えなくてごめんなさい。私はずっとピーちゃんのことが大好きです。天国で少しゆっくりしてくださいね。それじゃあまたね。D'habitude, je n'ai pas ce genre de sentiment, même si j'ai beaucoup de regrets en moi. Je ne sais pas, Santoniola, s'ils savent qu'ils sont filmés. Je pense
qui doivent savoir. Après, ça a l'air d'être des gens qui ont l'habitude de venir, mais je sais pas. Je sais pas si... Parce que là, elle est interviewée après. Mais une fois que j'ai décroché le téléphone, je ne pouvais plus contrôler mon émotion. C'est mystérieux. J'ai ressenti quelque chose de très doux. J'ai l'impression que ma mamie me disait « Ne t'inquiète pas, je te comprends ». C'est un instrument pour faire leur deuil. C'est joli. C'est très joli avec la neige. Là, en fait, on est quand même très très haut hein, dans le Japon, du côté d'Iwate. On est plus haut qu'à peu près la latitude de Bordeaux. Enfin voilà, on monte très très haut. Hein. Le Japon est un pays qui s'étend tout en longueur. Et là, on a la route qui coupe le bord. Et là, vous voyez, là où je m'assurais, là, c'est les digues qui sont en train de construire pour éviter. Et en fait, tout le nord du Japon, c'est comme des petits fjords. C'est plein d'avancées comme ça, prises entre deux chaînes de montagnes. Et donc, du coup, quand la vague est arrivée, ben, en fait, elle est arrivée, elle s'est mise dans un goulet d'étranglement, là, dans un goulot. Et en fait, elle a continué à monter, en fait, en arrivant, l'onde, vu que ça s'est resserré en entonnoir comme ça a fait monter l'onde. Et donc, du coup, en plus, elle a pu aller très, 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 très loin dans les terres. C'est pour ça que ce tsunami a été absolument un massacre total, quoi. Et là, vous voyez, c'est particulièrement tout ça, c'est des zones où en fait il y avait beaucoup plus de maisons, beaucoup plus d'habitations. Vous avez des zones qui ont été complètement vides et rasées, quoi. Au nord du Japon, dans la petite ville d'Otsuchi, détruite en 2011 par le tsunami, il existe un jardin face à la mer. Au milieu de ce jardin, une cabine avec un téléphone relié à rien. On l'appelle le téléphone du vent. Au fil des années qui ont suivi la catastrophe, cette cabine est devenue un lieu où les gens qui ont perdu des proches tentent de leur parler. Un téléphone vers l'au-delà. Moshi, ah, Yuji desu. Junko ka? うん。もうあれから9年半経ったけどね、そっちの方は落ち着いた？そっちの世界ってどうなってんのかね。こっちでは想像つかないけどもさ。まあ、母ちゃんなの父ちゃんなのルリもね、先にそっちに行ってるわけだから、一緒に会えてればいいね。リサ君も大きくなりました。Il a perdu de nombreuses personnes. Hein. Donc là, il dit ça fait 9 ans et demi, donc on doit être à peu près au mois de septembre 2020. 去年の4月の19日入籍をしました。母ちゃんたちがね、どんな気持ちでいるのかは聞きたいけれども、まあそれも残念ながらできないんで、とにかくこっちは一生懸命頑張りますから、天国から応援してください。じゃあね。Cet homme vient à la cabine pour la deuxième fois. La première, il y a 3 ans, il n'avait pas osé décrocher le combiné. Il a perdu sa femme, son père, sa sœur et sa belle-mère. Ça fait du monde. Il ne lui reste que sa fille. C'est ma femme. Comme ma fille s'est mariée l'année dernière, je suis venu lui annoncer la bonne nouvelle. La petite ville d'Otsuchi a été à moitié rasée par le tsunami. À moitié, c'est gentil. Hein. C'est vraiment gentil, hein, à moitié. C'est plus qu'à moitié rasé. C'est
trois quarts là. Ouais, en fait, là, on voit les traces, les villes, les bâtiments qui étaient à ces endroits-là, quoi. 10% de la population a disparu en quelques heures, 10%. ce qui en fait l'une des communes côtières les plus touchées du Japon. Le tsunami est arrivé par là. Donc toutes ces maisons ont été inondées. En bord de mer, les 67 maisons du village de Yuji ont été emportées. Oui, je suis passé au Tsuchi. Depuis 3 ans, les survivants sont heureux d'avoir rebâti leur village sur une colline, un peu plus loin de la mer. Voilà, ils se sont éloignés du littoral, hein, quand même. Mais même l'eau, elle est allée assez loin dans les terres à certains endroits. Là, c'est ma maison. Une vie plus normale pour ces victimes, qui pendant des années ont dû vivre dans des préfabriqués. Effectivement, ils vivaient dans des préfats assez ouf d'ailleurs. Tac, tac, tac. Non? Ok, alors. Pouf, 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 pouf. Tac. Je dois bien avoir des trucs à vous montrer en plus là. Voilà. J'en ai des préfats dans quoi ils ont vécu. Alors, je vais faire une toute petite digression. Comment je peux vous récupérer ça? Tac, tac, tac. Est-ce que... comment je peux vous récupérer ce que... Alors, attendez. Je vais vous montrer des photos en 2016. Mais il faut que j'essaie de vous récupérer ça. Tac, peut-être en faisant ça. Capturer les applications en plein écran. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça ne vous propose rien. Ok. Alors, faut peut-être que je fasse un truc... Oup, 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 oup. Hop, je vais essayer d'ajouter... Alors, attendez, j'édite en même temps mes scènes parce que c'est pas forcément facile. Ok. Tac. Tac. Voilà, c'est ça. Ok, alors, je vais disparaître, je pense. Non, hop. Non, on peut faire comme ça. Ok. Je la supprimerai après. Voilà. Alors là, on est du côté d'Ofunato. 5 ans après le tsunami, donc on est en 2016. Et vous voyez, ils sont en train de reconstruire les choses. Et là, en fait, c'est là où il y avait des maisons. Et je pense qu'on n'est pas très loin là, au Tchi. Ça, c'est un cimetière à flanc de colline. Et vous allez voir. Donc là, la friche, là on était en bagnole. Et là, vous voyez les routes qui sont en train de reconstruire. La mer a même pas été complètement dégagée. Elle est venue rentrer carrément à certains endroits et pas partie tout de suite dans le fjord. Donc là, bon, bah, c'est leur petit décor. Et là, c'est des premières maisons qui commençaient à être reconstruites. Un peu en deuxième rideau. Et là, c'est la digue qu'ils sont en train de construire. C'est la digue brise-lames qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Et ça, c'est dans ça qu'ils ont vécu tous pendant presque 10 ans pour certains. Dans ces préfabriqués posés les uns sur les autres. Et là, c'est les premières maisons qui sont construites. Voilà, donc ça a pris pas mal de temps. Et ils vivaient là-dessus, des micro-appartements, sans savoir s'ils allaient pouvoir reconstruire leur maison. Ça a posé problème. Donc ça, c'est une rizière. Voilà. Donc là, un petit bout de port. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même ville, hein. Un petit bout de port. Là, c'était l'autoroute et les morceaux et les voies ferrées aussi du Shinkansen qui ont été détruites, qui passaient par là, les trains. Et vous voyez, ils sont en train de tout reconstruire derrière. Il restait quasi rien. Et là, le port, avec la nouvelle digue qu'ils sont en train de construire, le bras de mer.
Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs qui ont été inondés. Et il y avait des maisons, des fois, à la place de là où vous voyez les morceaux en béton. Ça, c'est un pachinko qui a survécu. Voilà, des morceaux, des restes. C'est très très rare de trouver des résidus, des choses, des déchets dans la nature au Japon. Donc ça, c'est des choses qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de forcément dégager. Donc là, voilà, les baraquements résidences et les villes, les maisons qui ont commencé à être construites en deuxième rideau et les baraquements dans lesquels ils ont laissé les gens pendant des années. Voilà, c'est pareil, c'est des préfats comme ça aussi. Ça, c'est encore du préfat pour reloger les gens. Tout ça là, c'était du préfat pour reloger. Des espèces de grandes barres comme ça. Ça, c'est un temple dans la montagne. Là, c'est pareil, c'est encore de la zone de travaux. Voilà, le port et la digue qu'ils sont en train d'essayer de reconstruire, qu'ils ont élevé à certains. Voilà, la hauteur de la digue qu'ils veulent faire. Avant, elle était à peu près à la hauteur du jaune et en fait, ils l'ont doublé, voire triplé à certains endroits en hauteur. Et là, en fait, là où vous voyez les frigidaires, c'était les jardins et les carrés en bitume, c'est là où il y avait un peu en gros la place de parking pour la voiture. Ça a été complètement rasé, quoi. Vraiment, voilà, des maisons, les fondations de maisons qui restent, qui ont été emportées par le tsunami. Voilà, ça c'est un immeuble qui était en fronton de mer, donc la mer elle est vraiment juste à côté, là en gros on est sur la route, l'immeuble il doit être à quoi? Il doit être à 20-30 mètres de nous, et de l'autre côté il y a 20-30 mètres de nous, sur la gauche il y a la mer, et là en fait, ce que vous voyez, la marque rouge en haut là, la marque rouge dans le carré blanc, bah, c'est la hauteur de la vague. Donc la vague est venue frapper cet immeuble comme ça de plein fouet, bam, directement. Et elle est arrivée à cette hauteur-là. Donc ça a complètement ravagé le village, quoi. Il reste rien du tout. Enfin, voilà, c'était vraiment complètement éclaté. Je sais pas si vous imaginez la hauteur de la vague, quoi. Voilà. Et là encore, pareil, des zones de travaux. Donc là, c'était du côté d'Ofunato et des villes qui étaient en train de se reconstruire quand j'y suis allé. Bon, ça c'est Monsieur Boogers à l'époque. Voilà pour quelques détails. Est-ce que j'en ai d'autres endroits, enfin pour que vous puissiez imaginer à quel point ça a été complètement déglingué. J'ai la ville d'Ishinomaki aussi. Peut-être que j'ai des choses dans Ishinomaki. Ouais, si. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était un combini qui a été complètement dévasté par le tsunami. Ils ont remis juste un distributeur de boissons. Voilà à quoi ça ressemble. C'était le taxi. Voilà à quoi ça pouvait ressembler un peu le Japon en 2016. Enfin, le nord-est a été bien éclaté. Voilà par là aussi. Donc des maisons qui étaient en train de se reconstruire. Et là, vous allez voir. Ça, c'est le musée du Masked Rider, Kamen Rider. Et voilà. Donc là, il y a une maison qui a été reconstruite. Et vous voyez, en fait, il y avait une autre maison à côté. Et ne subsiste qu'en gros la place de parking de la voiture. Ça a été complètement rasé, hein. Le nord-est, faut imaginer il restait pas grand-chose. Ils se sont vite reconstruits. Voilà, des maisons qui ont été arrachées quand même avec des soubassements en béton. La force de la flotte. Et ça a été un peu aléatoire parce que vous voyez là, la maison ici, sa voisine a été enlevée, mais pas celle-là. Et celle-là non plus. Mais celle-là, au premier plan, a été complètement démolie, arrachée. Voilà, là ils sont en train de reconstruire le port. Des routes qui ont été emportées par les vents, par les flots. Et ça, c'est un cimetière qui a été construit juste à la va-vite directement. Voilà, on a une vue de la zone dévastée. En fait, il faut imaginer que tout ça, c'était plus ou moins habité quand même. Il y avait une densité d'habitation beaucoup plus importante que ce qu'on voit là sur l'image. Ça a été complètement ravagé. J'ai une touk. Où est-ce que... De ce côté-là aussi, il y a eu des choses assez incroyables. Encore plus au nord. À Miyako. Ah, ok. Alors, c'est par là. Voilà, carrément, on a aussi carrément des bateaux qui se sont retrouvés propulsés dans la ville et qui n'ont pas déplacé. Est-ce que j'ai un corridor? Ça, c'est le... Voilà, là c'est pareil, c'est encore une ville qui a été détruite. Là, vous voyez la hauteur de la digue qu'ils essaient de reconstruire pour faire
un rideau de protection, c'est vraiment énorme. Et voilà, pareil, il y a des sorties de passe tsunami. Donc là, on rentre sur l'autoroute, il marque quand on rentre dans les zones qui ont été inondées. Je sais pas si vous voyez la hauteur à laquelle on était avant. Et en fait, on descend un peu, on arrive dans les zones inondées, les maisons qui restent, quelques trucs qui étaient sur pilotis qui s'en sont sortis. Mais vous voyez quand même qu'on est quand même sur de la route, de la route haute, quoi. Voilà, pareil. Là, on est dans le... Et là, sur votre droite, vous avez la nouvelle digue pour éviter les futurs tsunamis qu'ils étaient en train de construire en 2016. Voilà pour quelques informations sur comment c'était en 2016 et comment ça a réussi à se reconstruire relativement vite en 10 ans, quoi. On reprend le flux du reportage. Avec les 30 000 € d'indemnité du gouvernement, mais surtout ses propres économies, Yuji s'est reconstruit une grande maison, trop grande pour lui. Il a eu que 30 000 € d'indemnité du gouvernement pour sa maison détruite. Ça fait vraiment pas grand-chose, hein. Son projet, en faire une maison d'hôte, afin de redonner vie au village. Mais avec le coronavirus, les visiteurs sont rares. Voici le salon. Je ne manque pas des... Bah si même, mais les assurances, elles ont été complètement débordées. Et puis l'État les a un peu laissés à l'abandon, hein. En plus, ça fait partie des zones un peu rurales, donc c'est des anciens buraku. Les buraku, c'est une ancienne société castique au Japon, c'est les invisibles, c'est un peu l'équivalent des intouchables en Inde, donc on les a aidés, mais pas trop. Et puis, il y a un peu il vaut mieux être un buraku, enfin... Ils préfèrent ne pas être aidés, ils font pas trop l'aumône. Donc, mais après, 30 000 € pour une maison détruite, les assurances, elles ont pas bien assuré. Et puis, il y a plein de scandales encore aujourd'hui de gens en fait, qui ont perdu leurs actes de propriété dans les inondations et qui ont en 2016, qui avaient du mal à faire reconnaître leur propriété, ou d'autres qui sont allés reconstruire directement, sans attendre, sur les anciens logements du voisin. Enfin, il y a une espèce de remembrement sauvage qui s'est effectué. Ça a été dur. Espace, mais ma chambre fait juste 7 mètres carrés. Je suis seul, cet espace me suffit. Plutôt qu'à la cabine, Yuji prie au cimetière, ou devant son hôtel de prière bouddhiste. Pour les Japonais, les morts sont des esprits, et il faut honorer leur mémoire quotidiennement. C'est vrai que je n'aurais pas eu cette idée d'aller à la cabine avant le séisme. Je suis plutôt quelqu'un de réaliste, moi. Et bien sûr, ce n'est pas très réaliste, cette cabine. Mais on a envie de croire qu'il y aura peut-être un petit miracle. Pendant un instant, je me suis dit, peut-être que j'entendrai sa voix. Même si ça fait 10 ans et que je sais bien qu'elle est décédée, j'ai pensé peut-être qu'elle est encore vivante, quelque part. Peut-être qu'elle va revenir. J'ai toujours du mal à abandonner cet espoir. En 2011, 1300 habitants d'Otsuchi sont morts. C'est Mais énorme. les corps d'un demi-millier d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. Des âmes perdues qui errent quelque part. Ils ont retrouvé que 800 corps sur les 1300 du village. Puis ça doit être un village qui fait 10 000 habitants. C'est ça. Il a dit tout à l'heure 10% des gens qui sont morts dans le village, quoi. 老後でちゃんと見守ってくれてるかな。俺のやり方がいいのかよくわからない。悩むとこだけど声は届かないと思うけど。心配かけるから言えないけどさ、お父ちゃんだったらどうしたかなってそう考えていろいろね行動してるよ。Cela m'a fait du bien de lui parler. J'ai l'impression qu'il est toujours près de moi.
C'était bien de lui parler directement. J'ai l'impression qu'il m'a écoutée. Voilà, je suis ingénieur en télécommunication. Quand un téléphone est connecté, au bout du câble, il y a toujours un interlocuteur, c'est-à-dire quelqu'un de vivant. Alors, au contraire, si le câble est déconnecté, on est connecté par quelque chose d'invisible. Et c'est pour ça qu'on peut communiquer avec les gens décédés. Waouh. Il va un peu loin. Mais du coup, ça match bien dans la religion japonaise. Hein. Le côté très animiste, les esprits qui flottent parmi nous. Ce genre de choses. Désolée, je t'ai fait attendre. Tu as beaucoup parlé. C'est un endroit intime, secret. Ici, on peut pleurer. Même si votre interlocuteur n'est pas en face de vous, on peut se confier, ça fait du bien, ça soulage. C'est pour ça que je pense que cette cabine est très importante. On est quand même en 2020 et il y a beaucoup de masques faits maison hein, pour le Japon. Moi, quand j'y allais, il y avait les gens portaient des masques, plutôt des masques blancs et bleus. Je pense qu'ils ont eu aussi une sorte de pénurie de masques là-bas, on dirait. Ils ont été obligés de faire les leurs. Ou qu'ils ont développé des nouveaux masques et qui sont passés autre chose que le masque bleu qu'ils portaient dès qu'ils étaient malades ou dès qu'ils étaient en deuil. C'est assez marrant de voir ça. Le téléphone du vent est installé dans le jardin d'un retraité. En 2010, Hitaru Sasaki a eu l'idée de créer cette cabine lorsque son cousin a été emporté par un cancer. Ah, donc il l'a créé avant le tsunami. Et du coup, la cabine téléphonique a survécu au tsunami. C'est ouf. Après le tsunami, des habitants en ont entendu parler et c'est devenu un phénomène collectif. Chaque soir, ils feuillettent les messages de ceux qui sont passés. 6 carnets ont déjà été remplis. Je suis le responsable du téléphone du vent. Donc, je lis ce carnet pour savoir qui est venu, quel type de soucis ont les visiteurs. Et en lisant, je me dis parfois que j'aurais dû venir écouter le visiteur pour essayer de l'aider. Mais l'idée d'Hitaru Sasaki est de laisser les gens venir quand ils veulent, sans les déranger. C'est plutôt pas mal comme idée de les laisser venir quand ils veulent pour qu'ils puissent se mettre dans leur propre petit monde dans un pays effectivement où on doit faire tout le temps bonne figure. Là en fait ils ont l'occasion de pouvoir lâcher un peu leurs sentiments quoi. Un espace dédié aux défunts et à l'absence. Une sorte de cimetière anonyme. Parfois, quand il les croise, le gardien de la cabine échange avec les visiteurs, comme ce couple qui a perdu sa fille. On ne peut pas effacer la tristesse. À la télévision, on commence à parler du 10e anniversaire de la catastrophe, mais pour les familles, ces anniversaires, ça ne veut rien dire. Oui. 2021. Merci pour cette bonne rencontre. Prenez soin de vous. Merci. Merci. En général, dans le cas d'une disparition due à une maladie, on est hospitalisé et on a suffisamment de temps pour discuter avec sa famille. Mais pour ce qui est du tsunami, ou même lors d'un accident ou d'un suicide, les gens n'ont pas eu le temps de se dire au revoir, cela arrive subitement.
C'est à ce moment-là qu'il y a la plus grande tristesse, un vrai désespoir. Moi, je cherche juste à stimuler les forces d'auto-guérison que les humains ont en eux. Ici, chacun identifie ses souffrances et peut ainsi avancer dans la vie. C'est clair que ça a été hyper brutal, hein, le tsunami. Enfin, 10% des gens sont partis en 3 heures, hein, dans la ville et un peu partout, partout ailleurs, quoi. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait ce besoin d'essayer de reconnecter avec les autres pour faire un processus de deuil. Enfin. Au Japon, les gens n'osent pas montrer leur faiblesse en public. La psychiatrie et surtout la psychanalyse sont moins développées qu'en Europe. Alors déjà qu'en Europe, c'est pas toujours ouf le développement de la psychiatrie, de la psychanalyse. Chez eux, ça doit être compliqué quand même. Hein. Alors, pourquoi ne pas confier ses souffrances au vent? 絶対におじいちゃんは逃げると思ってました。10年経った今でもほとんど毎日思い出してしまいます。周りのみんなはもう震災の話とかしなくなってるのに、家に帰れば震災の話ばっかりで、おばあちゃんもお母さんもすごく辛かったと思います。でももう起きてしまったことは変えられないので、受け止めて前を向かなきゃないとずっと思っているんですけど、なぜかそれがずっとできません。Fumika avait 11 ans au moment de la tragédie. Encore aujourd'hui, j'ai envie de dire à mon papy, il faut t'enfuir. J'aurais dû courir le chercher. Ouais. Si je pouvais retourner dans le passé, je voudrais aller le chercher. Je suis pas sûr que si t'avais couru aller le chercher, t'aurais réussi à l'aider à grand chose. Enfin, c'est quand même. Je sais pas, on pourra regarder des images ensuite du tsunami à la vitesse à laquelle ça allait. Tu peux pas faire grand chose non plus. Hein. Le grand-père de Fumika était pêcheur. Petite, elle l'accompagnait lorsqu'il allait pêcher. Un héritage qu'elle tient à préserver. Et aujourd'hui, c'est avec son père que certains week-ends, elle part en mer. La pêche faisait partie de notre vie quotidienne, de ma relation avec lui. C'est cette relation qui m'a poussée vers la mer. C'est vraiment imprégné en moi. J'entends les vagues, je sens l'odeur de la mer, j'ai hâte. Fumika étudie les métiers de la mer à l'université. Elle souhaite raviver ce secteur durement touché par le tsunami. En 2011, 90% des bateaux d'Otsuchi ont été détruits. Les pêcheurs survivants, souvent trop vieux pour se battre, ont déserté la mer et rejoint d'autres métiers. Bonjour toi. Oh, belle prise. Incroyable. Tiens, Fumika, c'est toi qui la portes. Ici? Ici. Faut pas toucher la bouche. Il est à l'envers. Hop, Voilà, au on dodo. n'a rien eu à faire. Alors, après une expérience si douloureuse comme un tsunami, je sais pas si je pourrais rester vivre au bord de la mer. Ah oui, bah en même temps, au Japon, c'est compliqué de vivre ailleurs qu'au bord de la mer. Hein. Mais oui, oui, effectivement. C'est pas la chose la plus simple. C'est pas la chose la plus simple pour se reconstruire, quoi.
Après le tsunami, à cause des débris dans l'océan, les poissons étaient rares. Mais la mer a fini par redevenir généreuse. Quand j'apprends la mer à la fac, on est parfois obligé de parler du séisme. Ça me rend triste. Ouais, tu m'étonnes. Mais la mer en général, elle n'a pas fait de mauvaises choses. Comment dire? Elle nous a toujours soutenus. Donc moi, je n'ai pas peur de la mer. Mais depuis un an, la peur de la mer a été matérialisée par un énorme rempart de béton. Après, ils ont mis longtemps à le construire. Un bouclier anti-tsunami qui se dresse entre la mer et les hommes. C'est si haut. J'ai l'impression que la mer et nos vies sont séparées maintenant. C'est vraiment un mur, quoi. Ah oui, c'est un bon mur, ouais. Je n'aime pas ça. C'est oppressant. C'est tellement haut. Mais c'était nécessaire pour protéger nos maisons et nos vies. On n'avait pas le choix. Je vous remontre d'autres images de Kessenuma et des restes aussi, comment ça a été défriché. Comment ils ont tout reconstruit. Voilà, les logements temporaires avec des toilettes à l'extérieur. Il n'y avait même pas de toilettes dans leur chambre. Des bouts de route, des choses complètement arrachées. Et là, les prémices à Kessenuma du futur mur. Là, c'est là, la mer, et là, le bâtiment qui a pris la vague. Voilà. Vous voyez à quel point c'était près l'un de l'autre, quoi. C'est vraiment boum, c'est venu pleine balle, quoi. Et donc ça, c'est l'ancienne digue qui était déjà un mur anti-tsunami et qu'en fait là maintenant ils ont triplé de haut, quoi. Donc là, la station essence qu'ils ont réouverte, mais qui a pris cher, quoi. Ce bâtiment-là, il a pris méga cher. Il reste rien. C'est le bâtiment qu'on voyait de l'autre côté qui était au bord de mer. Voilà, la ville a été complètement détruite, quoi. Mais je pense que ça, c'est Otsuchi, hein. Nous, on nous a dit Kessenuma parce qu'il n'y avait plus de ville, mais... Voilà, ça a été complètement arraché, quoi. J'avais un autre truc à essayer de vous montrer encore, mais plus bas, un peu plus loin, toujours du côté de Miyako. Ah oui, c'est par là. Voilà, c'est celle-là. Tac, tac, tac. Là, on est dans le port de Miyako, donc tout en haut. Et normalement, et voilà, là, le début de la construction de la digue, quoi. Ils sont pas allés de main morte quand même, hein. C'est vraiment un immense bâtiment. Alors là, la mer a plié l'échelle qui permettait de descendre sur le port. Ça, c'est des maisons qui restent. Là, c'est monté un peu moins haut dans cette ville. Ah oui, je me suis tripé avec leur magnifique... c'est un peu plus loin dans l'autre sens. Donc voilà. La digue, la hauteur de la digue. Le nouveau port. Une maison qui a pris cher, qui a été repeuplée par le lierre. Voilà, une autre maison qui reste un des vestiges du tsunami dans la ville de Miyako.
Donc ça, c'était mon pote. Et là, la hauteur de la vague à Miyako. Là où elle était pas très très haute à Miyako. Hein. C'est pas la ville où ça a le plus tapé, quoi. Et Brice, qui est là sur la photo, il fait 1m90. Donc enfin voilà, il y a quand même une vague qui fait presque 6 mètres de haut qui est venue taper dans la ville, quoi. Et donc là, ils reconstruisaient tranquille. Voilà, les emplacements des maisons qui vont être reconstruites. Une maison qui a survécu, qui est toute seule et scellée parce qu'elle était un peu en hauteur, quoi. Le collège, voilà, le collège qui était abandonné en 2016, le collège qui était abandonné depuis 2011, depuis mars 2011. Ok, voilà pour quelques détails supplémentaires sur le pourquoi du comment de cette immense digue. Depuis 2013, cette chercheuse étudie les rapports entre le mur et les habitants. C'est l'endroit où il y a eu le tsunami. Vous n'avez pas peur de marcher sur ces digues? Non, il y a le mur là-bas. Il est très haut. Avec des espèces de portes, avec des murs en béton qui reviennent. Connaît bien les souffrances des résidents d'Otsuchi. En 2011, elle était journaliste ici. Pendant des mois, elle a sillonné les villages côtiers à l'écoute des victimes. Puis elle a décidé de s'installer dans la région et de devenir chercheuse. Bonjour. Ce matin, elle rencontre un conseiller municipal de la ville du téléphone du vent. À Otsuchi, le rempart fait 15 mètres de haut et prend la forme d'un cadenas qui ferme toute la baie. Avec des passages. Une surenchère de béton, selon ce représentant du peuple. Il accuse le gouvernement d'avoir voulu faire vite, trop vite, pour soulager l'angoisse des gens. On n'a jamais réfléchi à ce que ça voulait vraiment dire que de vivre avec un mur. On aurait bien aimé avoir plus de temps pour parler de tout ça. Les habitants ont été séduits par des mots comme forteresse, sécurité. Mais c'est un peu de la poudre aux yeux. Ici, les habitants ont toujours vécu avec la mer. C'était vraiment le cœur de leur vie. Mais maintenant, ils ne voient plus la mer. C'est une rupture et ça modifie profondément la vie des gens. Ah bah, tu m'étonnes. De retour de la pêche, le papa de Fumika prépare des sashimi avec le poisson qu'ils ont pêché. Et pendant le dîner, la conversation revient timidement sur le téléphone du vent. Bon appétit. Bon appétit. C'est bien que ma fille soit allée à la cabine. Comment c'était? Oh, me demande pas, s'il te plaît. Si on en parle, elle risque de pleurer. J'imagine que les gens qui vont à la cabine ont besoin de transmettre leurs émotions. Mais moi, personnellement, quand j'y pense vraiment, je crois que je ne serais pas capable de parler dans cette cabine. Je préfère garder mes pensées pour moi. Tu lui as parlé? Oui, j'ai lu une lettre au téléphone. Ah, tu avais écrit quelque chose. Oui. Dans cette famille, on fait attention à ne pas trop creuser la douleur des autres. Notamment celle de la mère de Fumika, qui a perdu son père et son frère. Moi, ça me fait du mal d'en parler. Finalement, seul le temps peut adoucir la douleur. Si vous souffrez à cause d'un accident, que vous avez un traumatisme, en général, vous pouvez raconter votre problème à quelqu'un. Mais le problème avec cette catastrophe, c'est que tout autour de vous, vos interlocuteurs sont également blessés.
Donc j'ai l'impression que si je parle de ma tristesse, ça va encore faire grandir cette tristesse. Ils ont besoin d'écoute et d'accueil, quoi. Yuji, lui, est seul avec ses souvenirs. Mais pour faire face au traumatisme, les habitants de son village se réunissent souvent. Et il y a quelques années, ils sont arrivés à une décision commune étonnante. Ils ont refusé que le mur soit construit devant leur village. Ce n'est pas la faute de la mer. La mer aussi est victime. Bien sûr que nous avons la haine contre le tsunami, mais nous aimons la mer. C'est pour ça que tous les habitants, ici, sont retournés vivre face à la mer. Et tu vois, contrairement à toi, eux, ils ont envie de retourner au bord de mer. Sasaki, le propriétaire de la cabine, continue à voir affluer des visiteurs de tout l'archipel, et même du monde entier. Désormais, beaucoup viennent parler à un proche perdu lors d'un accident ou d'un suicide. Bientôt, prédit M. Sasaki, les virus modernes apporteront leur lot de malheureux. Je pense que le téléphone du vent existera toujours. Dans toutes les époques, il y a des décès, donc il y aura toujours des gens avec une douleur psychologique. Et il y aura toujours besoin de ce téléphone. Oui, tout à fait, Santonula. Ils n'ont pas du tout le même rapport avec la nature que nous. Ils sont beaucoup plus dans l'acceptation de ce qu'elle fait. En même temps, ils vivent sur un archipel qui est comme relativement hostile à l'être humain au départ, quoi. Donc, ils ont fait leur les évolutions de la nature, comment elle vit, et du coup... Oui, par contre, clairement, il manque des cellules d'écoute psychologique, en effet. Mais malgré tout, ils arrivent à trouver des moyens de résilience, quoi. Le gouvernement s'était donné 10 ans pour reconstruire la région. Et le temps passe, recouvrant les plaies de 2011, ignorant qu'une petite cabine contribue, à sa manière, à la guérison d'une région. Donc c'est un reportage de 2021. Voilà, sur le tsunami. J'avais envie de vous montrer une image que j'ai pu saisir là-bas, voilà. On est donc en 2016, voilà, et ça illustre globalement ce qui s'est passé là-bas. Cette dame qui était pas très loin du Tori, là, que vous avez pu voir tout à l'heure, en train de monter les marches vers le temple, et puis qui contemplait sa ville en train de se reconstruire. Un peu isolée. Voilà, et là on voit vraiment la ville derrière qui a pris de plein de fouet le sinistre naturel. Et là vous avez sur la droite là de la dame, il y a le collège que je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Voilà à quoi ça ressemblait en 2015. Est-ce qu'on a encore des images du tsunami de 2011? Vidéo choc. Ouais, on peut regarder là, c'est 3 minutes. Là, les images de l'INA du 11 mars. Et voir. Donc du coup là, on n'a pas forcément vu la taille des vagues. On va essayer de... Bah alors. Mais non, mais ça... peut-être là. Ça dure combien de temps? 1h10, c'est trop long. Mais là, peut-être qu'on on a peut-être plus d'images sur cette... Il y avait un bateau au milieu d'un village. Un gros semi-remorque coincé sur le toit d'une usine. C'était très difficile d'accepter que tout ce qu'on voyait était bien réel. Nous sommes en mars 2011. Non mais il y a une folie. Un puissant séisme secoue l'archipel japonais. C'est le plus grand séisme dans l'histoire du Japon, le 5e plus puissant jamais enregistré.
L'onde de choc est si puissante que le Japon se déplace de 2,50 m. Ah ouais, quand même. Tandis que l'axe de rotation de la Terre se décale de 18 cm environ. Cependant, le séisme n'est qu'un début et la véritable catastrophe est encore à venir. Oh, le tremblement de terre a en effet créé un tsunami qui approche la côte nord du Japon. 3, 2, 1. En haute mer, la vague initiale est relativement petite, 1 mètre de haut seulement. Et comme le fond va réduire, ça va la faire monter. À l'approche de la côte, cependant, la profondeur diminue et la vague commence à ralentir et à grandir. Transfert d'énergie. Et là, elle a déferlé, et là... Le Japon avait un des meilleurs systèmes de protection côtière au monde. Oui, pas suffisant. Et ces maquettes représentent certaines zones du littoral. Alison Reby et son équipe ont reconstitué certaines villes et leur protection pour comprendre ce qui s'est passé. Et voir, je pense qu'ils vont parler de l'effet fjord. On commence ici avec la ville de Kamaishi. Ah, Kamaishi était un images. port en eau profonde, avec la digue la plus profonde du monde. Cet ouvrage devait protéger la grande usine sidérurgique et une nombreuse population. Plus au sud, on trouve une petite ville, Minami-Sanriku. Nous avons reconstitué ici une des structures d'évacuation verticale. Celle-ci était clairement signalée pour permettre aux gens se trouvant sur les basses terres d'échapper à la vague. Enfin, il y a les plaines côtières. Cette zone était protégée par des murs en béton. Et derrière, il y avait une forêt de pins. Tout cela devait protéger les habitations. Ouais. Les Japonais ont pris un risque calculé. Je pense que Kamaishi devrait s'en sortir, puisque j'ai été visiter la ville et il n'y avait pas énormément de dégâts à Kamaishi. Ces systèmes de protection sont conçus pour résister à des vagues de 12 mètres au maximum. On parle d'une vague de 12 mètres maximum, les systèmes sont faits pour, donc ça veut dire que la vague a été plus haute que ça, quoi. Or, le tsunami qui approche est un monstre. Près de 40 mètres de haut. La déglingue, quoi. Ça a tout balayé. Ça emporte les maisons. Alison Reby a recréé le tsunami en miniature. En comparant les images de la catastrophe avec cette simulation, elle a pu mieux comprendre pourquoi les meilleurs systèmes de protection au monde ont failli si gravement à remplir leur mission. Non seulement les arbres ont à peine ralenti la vague, mais en plus, les troncs arrachés l'ont rendue plus destructrice encore. Boum. Bah ça, je pense que ça, c'est la structure que je vous ai montrée en photo. Ce genre d'immeuble là, dans lequel on pouvait monter en hauteur. Vous avez vu comment il s'est fait submerger vraiment les structures de protection des basses terres, quoi. Dommage qu'il ne nous ait pas montré ce qui s'est passé sur Kamaishi. Mais voilà, on a vu quelques images supplémentaires de ce que ça a pu donner cet incroyable tsunami. Voilà. Et ben on va s'arrêter là, je pense, parce que c'est pas mal déjà quand même. Il se fait pas très très tôt. Merci en tout cas d'avoir suivi ce react sur le tsunami du Japon. Enfin, sur le tsunami 10 ans après, en gros. C'était moins la dépression que les autres reacts qu'on a pu faire. Après, ça a amené moins d'envie, forcément, de discuter. Mais je vous propose d'aller voir Léo Jacotte pour se reposer, qui doit être en train de streamer des Malcolm. Si vous avez envie de passer une bonne fin de dimanche soir... Et vous mettre dans l'antidépression du dimanche pour affronter mieux le lundi et la reprise. Ciao ciao, merci beaucoup d'avoir suivi. C'est juste mon petit déj.
Moi, ça me donne faim en tout cas. Monsieur le juge, visiblement l'accusé n'éprouve absolument aucun remords pour les crimes commis. J'en ai assez entendu. Vous m'avez retourné tous mes estomacs. Je le déclare coupable. Qu'en pensent les jurés? C'est de la folie. Ils n'en savent rien, eux, c'est un troupeau. Vous avez été reconnu coupable par un jury composé de ce que vous mangez. Je vous condamne à être passé au tourne-broche et à être servi accompagné de sauce au poivre. La séance est levée. Ouais, toi t'as le chic pour tirer des cartes qui rendent dépressifs d'un coup.